Salut tout le monde. Salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. Je suis tout seul ce soir. Clément est en vacances. D'ailleurs, j'espère qu'on entend bien parce que j'ai dû faire des réglages comme mercredi j'avais stream sur Facebook. J'ai dû changer quelques petits trucs au niveau du son. Du coup, j'espère qu'on entend bien quand même. Euh, ouais, Clément est en vacances. Non, Clément travaille et Odé est en vacances plutôt. Donc, je me suis dit que j'allais quand même faire le stream même si j'étais seul. Les autres fois, j'avais décalé les streams pour pas être seul, mais là, je me suis dit tant pis, autant le faire quand même. De toute façon, je pense que bon, la rediff de mercredi elle est un peu buggée, donc je sais pas si je vais pouvoir la mettre sur YouTube, mais normalement ça devrait pas bugger. Donc à partir de maintenant, je vais mettre les rediffs sur YouTube et comme ça au moins ça fera un petit peu de contenu quoi, de contenu dans le temps. Euh, ouais, mercredi j'avais stream sur, j'avais fait une sorte de petite preview un peu simplifiée, en mentant, ok, pardon, un peu simplifiée pour le McGregor Poirier de cette nuit, enfin de la nuit qui arrive là. Là, je voulais en reparler, mais comme j'ai fait la preview et que normalement, si ça va pas trop bugué, je pourrais mettre la review sur YouTube. Je voulais parler là de ce qui se passait entre temps, entre le, entre le moment de mon live mercredi et maintenant. Parce qu'il y a eu, c'est une fight week, donc il y a eu plusieurs événements. Déjà, il y a eu des interviews de, de Connor et de Sin qui sont sortis. Il y a eu aussi une série euh, de l'UFC qui s'appelle Embed qui est sortie sur YouTube, dans laquelle on voit un peu des backstage pour les combattants principaux de l'événement quoi. Il y a eu aussi une conférence de presse et il y a eu donc la pesée et la cérémonie officielle de la pesée, ce sont deux choses différentes. Euh, donc ouais, il s'est passé quand même pas mal de choses depuis mercredi. Rien n'a changé par rapport au combat, parce que évidemment le premier combat c'était en janvier, et donc entre temps il n'y a rien qui a vraiment changé, et surtout on n'a pas eu de vidéo d'entraînement entre temps ou quoi que ce soit. Par contre, pour le côté un peu plus mental, on va dire, on a découvert certaines choses quand même. Alors déjà, Conor McGregor, en fait il y a deux salles, deux ambiances. D'un côté il y a Conor McGregor qui paraît très énervé, des fois tellement énervé qu'on dirait que c'est de l'acting, on dirait qu'il se force à être énervé. Et franchement, la différence avec le Conor McGregor qu'il y avait pour le combat de janvier, elle est monstrueuse. Ça a rien à voir. On dirait que c'est deux personnes différentes vraiment. Et à côté de ça, il y a Dustin Poirier, qui est le mec le plus chill au monde actuellement, qui se fout complètement de ce que peut dire Conor McGregor, qui fait sa vie, qui fait sa fight week normalement. Donc c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Euh, de temps en temps, enfin, cette semaine, il y a eu plusieurs déclarations un peu, on va dire, débiles de Conor McGregor. On sait pas trop si c'est pour faire parler ou s'il le pense vraiment ou si juste je sais pas, il se libère de quelque chose, on sait pas. Mais par exemple, il a dit que il avait une interview avec Stephen A. Smith, qui est un grand journaliste de la NBA, qui est un des plus connus et un des mieux payés surtout. Et il a dit que pour lui, son record c'était 19 victoires et une seule défaite parce qu'il comptait que les KO. Euh, ce, qui est, ce qui est vraiment, pour le coup, qui est vraiment débile, puisque après sa défaite contre Khabib, qui était par soumission, ou même ses autres défaites, cette face à Mayweather par exemple, ou la première contre Nate Jazz, qui était pas par KO, qui était à la décision, bah, il a vraiment été impacté, ça a vraiment touché quoi. Donc il ment complètement, et en fait on sait pas si c'est pour vendre ou quoi que ce soit. Sachant que dans tous les cas ça a beaucoup vendre. Je crois que c'est le. Il n'y a jamais eu autant de pré-achat pour cet événement que pour un autre dans l'histoire de l'UFC, il me semble. Ensuite, ouais, il a dit d'autres trucs aussi. Il était avec Ariel Elwani, qui est bon, en gros, le plus gros journaliste UFC, MMA au monde. Et il avait une interview avec lui et il a dit que pour lui, dans le dernier combat, il n'avait pas été mis KO. Que une fois qu'il était au sol, il a juste eu un flash, mais que derrière, il était éveillé, quoi. Et ensuite, il a dit que bah, c'était de la chance, le KO de Dustin Poirier, parce qu'il l'avait mis KO debout, mais que derrière, avec les low kicks et tout, il a été déséquilibré, tout ça. Enfin, vraiment, si c'est réel, c'est triste. Et sinon, ben, ça veut absolument rien dire, quoi. Donc, c'était cette interview-là. Pourtant, il y a des moments dans les interviews où il est très sensé, mais il y a vraiment quelques passages où c'est vraiment idiot, quoi.
Euh, Bon, j'avais donné mon prono mercredi. Alors, actuellement, euh, il est rasé sur les côtés, un dégradé, et il a les cheveux un peu plus poussés au-dessus. Contre, depuis ses trois derniers combats, là, c'est trois styles différents. Contre Donald Cerrone, il avait les cheveux hyper longs. Ça faisait vraiment. Enfin, je sais pas, ça faisait vraiment irlandais. Vraiment irlandais, quoi. Contre Dustin Poirier, il s'était rasé les cheveux. Et du coup, là, tout le monde le demandait à ce qu'il ne se rase pas les cheveux pour avoir le Connor qui a fait une masterclass contre Eddie Alvarez, je crois que c'était en 2016, pour les titres. En gros, il a certaines coupes qui lui réussissent mieux. Donc là, il a pris une coupe qui lui réussit bien. Enfin, de toute façon, il va se raser les cheveux pour. Ouais, ce Viking. Ouais. De toute façon, il va se raser les cheveux pour le combat. Hein. Mais pour l'instant, en tout cas, à la conférence de presse et au pesé, il avait les cheveux un peu plus longs au-dessus. Enfin, long, c'est relatif. Ouais, mercredi, j'avais fait un prono et en vrai, mon prono n'a pas changé là avec ce qui s'est passé. Je pense toujours que Connor va gagner. Enfin, je pense. Non, j'ai du mal à voir Connor gagner, mais mon prono serait quand même que Connor va gagner à décision. Ce qui est pas du tout les pronos que la plupart des gens font. Peut-être que je vais passer pour un débile après le combat. Mais non, ouais, je pense toujours que il est quand même motivé. Là, même si des fois on dirait qu'il est fort, je pense que il est réellement. Comment dire. Donc il y a une vraie tension en lui. Contrairement au combat précédent où il n'y avait pas vraiment de. C'est pas qu'il n'y avait pas d'enjeu, mais là il y a beaucoup plus d'enjeux, surtout au niveau de son ego, parce qu'il s'est fait mettre KO pour la première fois de sa carrière, parce que voilà quoi. Et surtout que s'il perd, c'est potentiellement le début de. Enfin, même plus que le début de la fin de sa carrière à l'UFC quoi. Donc ouais, mon prono reste toujours Conor McGregor à la décision. Euh, on verra, de toute façon. Enfin, j'ai du mal de toute façon à avoir un KO cette nuit, même si les deux sont capables de mettre KO. Euh, Dustin est trop. Il est trop résistant. Il a pris des enchaînements de coups de Max Holloway, de Eddie Alvarez, de Justin Gaethje et il a pas bronché, donc j'ai du mal à mettre KO. Et ça serait quand même dingue que quand McGregor se fasse mettre KO deux fois d'affilée. Donc ouais, j'ai du mal. Peut-être une soumission. Dustin Poirier il a dit qu'il voulait soumettre Conor McGregor. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il visualisait le plus. Donc potentiellement une soumission quand même. Faut voir. Ensuite, après conférence de presse, tout ça, il y a eu la pesée hier. Donc la pesée, en gros, la pesée, elle se passe en deux parties. La première, c'est juste les combattants viennent, ils viennent sur la balance, ils passent chacun leur tour, ils se font peser, ils doivent être à un certain poids. Là, pour Dustin Poirier et McGregor, ils ont le droit à 156 pounds maximum, et ils s'en vont. Et quelques heures plus tard, je pense 2-3 heures plus tard, il y a donc ils ont le temps de se réhydrater, etc. Parce que les combattants enfin, ils se font transpirer pour perdre de l'eau pour que leur poids baisse et qu'ils arrivent au poids autorisé, quoi. Donc soit ils ont le temps de se réhydrater et il y a ensuite la cérémonie officielle de la pesée. Et donc là, les combattants arrivent, font comme s'ils se pesaient, mais en gros c'est juste pour les photos. Et ensuite il y a un face à face entre les deux combattants pour tous les combats, hein, tous les combats de la carte. Des photos sont prises et ils s'en vont ensuite. Ce qu'on a pu retenir de la pesée, c'est déjà que les deux sont à 156 pounds. Au combat dernier de janvier, Conor McGregor était à 155. Et là, Dustin est passé en premier à la pesée. Je crois qu'ils ont 2 heures. En gros, il y a un timing de 2 heures pour passer. Donc, si t'as du mal avec ton poids, tu peux utiliser 2 heures pour continuer de perdre du poids et ensuite passer sur la balance. Lui, il est passé en premier alors qu'on sait que c'est lui qui a le plus gros cut à faire chez les lightweight, donc les poids légers. Je sais plus c'est quoi son poids dans la vie de tous les jours, mais par rapport à son poids en combat, enfin sur la balance en tout cas, c'est vraiment il y a un différentiel énorme. Donc il a de plus en plus de mal à faire le cut. Il dit qu'il veut finir par monter en welterweight une catégorie au-dessus. Donc il y a, là pour le coup il est vraiment passé en premier. Donc je pense que il a bien préparé son camp. Son nutritionniste a fait le travail pour que ce soit parfait et qu'il ait pas trop de mal à faire le cut. Et puis ouais, Connor est à 156. Il a dit que cette fois-ci il donnait rien, il donnait aucun avantage à Dustin, que ce soit en poids ou quoi que ce soit. Même il a dit qu'il a utilisé le tabouret entre les rounds, ce qu'il n'a pas fait dans le combat de janvier. Et là il a
ce qu'il ne fait pas toujours. Il a vraiment cuté, il le faisait en featherweight, mais là il le faisait moins depuis qu'il est monté quoi. Ouais, bah en fait, souvent les 2-3 jours avant, il commence, enfin surtout la veille, il commence déjà à perdre du poids. Et d'ailleurs, il y a des vidéos dans, je sais pas si dans la série Embed il y en a. Et pour ceux qui connaissent Morgan Charrière, dans ses vidéos YouTube, il montre quand il perd du poids. Ils se mettent plein de serviettes autour, ils vont dans un sauna portable et ils attendent quoi. Et ils perdent du poids comme ça. Et là, quand c'est en 2 heures, bah, par exemple, au dernier événement UFC, il y avait Figueiredo qui a dû perdre du poids parce que je crois lui, c'était vraiment tout juste et bah, il paraissait vraiment affaibli quoi. Parce qu'il était parti perdre de l'eau, il y avait plus une goutte d'eau dans son corps, je pense. Donc non, et ça pour le coup, le cut, c'est un des trucs les plus controversés en MMA. Parce que les mecs se mettent vraiment parfois en danger. Il y a, je pense, 1 ou 2 mois, il y a une combattante qui a fait un malaise sur la balance en fait, tellement elle n'avait pas d'énergie. Donc non, ouais, c'est vraiment un truc assez hardcore quand même. Et là pour le coup, Dustin Poirier, lui, depuis quelques années, c'est vraiment hardcore à chaque combat. Quoi. Et je sais plus ce que je disais. Ouais, Connor depuis un moment, depuis qu'il avait combattu Eddie Alvarez, il cutait pas vraiment. En fait, il était souvent bon déjà dans le poids nécessaire quoi. Et là, pour le coup, il a perdu. On voyait ça se voyait sur ses joues. Elle s'est un peu creusée. Ça se voyait qu'il avait vraiment cut et que dès qu'il est parti de la balance, on l'a vu boire dans une gourde. Donc, pour le coup, il a vraiment perdu de poids pour en reprendre ensuite. Donc, il y a de fortes chances qu'il soit plus lourd là cette nuit pour le combat qu'il ne l'a été en janvier. Ça peut être bénéfique ou pas. Il va perdre sûrement un peu de réactivité, de vitesse, mais il sera plus puissant. Donc, dans tous les cas, il y a des avantages et des inconvénients. Quoi. Et quelques heures plus tard, il y a donc eu la cérémonie officielle. Et encore une fois, Connor était ultra énervé. Bon, souvent il l'est, c'est pour ceux qui ont déjà vu la pesée officielle contre Khabib, j'ai rarement eu quelqu'un aussi énervé. Et Joe Rogan, qui est un des commentateurs et un des journalistes UFC, pose une question ensuite aux deux combattants. Et il lui a demandé en gros qu'est-ce que ce combat représentait pour lui de ça. Il a juste dit qu'il voulait tuer Dustin Poirier demain. Enfin cette nuit du coup. Et à côté de ça, Dustin Poirier, il a dit ouais, en gros, c'est du white noise, donc c'est du, je sais pas c'est quoi la traduction exacte, mais en gros c'est juste du bruit, ce qu'il dit, on s'en fout quoi. Et ensuite il a fait un big up à un enfant malade, je pense qu'il combat un cancer ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, encore une fois, c'était 2 salles, 2 ambiances. On voit que c'est vraiment Conor McGregor qui essaie de se mettre dans l'ambiance quoi. De toute façon, il va pas entrer dans la tête de Dustin Poirier qui s'en fout complètement quoi. Donc voilà pour le McGregor Poirier. Euh, Il y a aussi en co-main event Gilbert Burns contre Steven Wonderboy Thompson, qui sont deux welterweight, donc la catégorie dans laquelle Kamaru Usman est champion. Et il est en train de battre tout le monde. Ça paraît pas très intelligent. Ouais, bah, ouais, ça a souvent été ça. Hein, c'est ce qui fait que des gens le détestent, mais que des gens payent aussi pour le voir combattre. Parce qu'il dit tellement de choses avant les combats que tu veux voir s'il le fait vraiment. Pour le coup, il va pas tuer Dustin Poirier. Ça, c'est une certitude. Et non, ouais, pour le combat de janvier, il disait vraiment c'était vraiment pas du tout ça en fait. C'est vraiment une autre personne quoi. Mais enfin. Mais ouais, en coming event, donc juste avant Dustin Poirier McGregor, il y aura deux combattants qui peuvent potentiellement avoir un title shot, donc un combat pour le titre s'il gagne. Gilbert Burns, lui, son dernier combat c'était contre Kamaru Usman et il a perdu, sachant que c'est un ancien coéquipier de Kamaru Usman. Ouais, évidemment, on est sûr pas. Non, mais ça n'arrivera pas. Et de l'autre côté, il y a Steven Wonderboy Thompson qui n'a jamais affronté Kamaru Usman et qui est le seul dans le top 5 dans le classement UFC qui ne l'a pas affronté, qui n'a pas perdu contre lui. Donc s'il gagne, il y a de fortes chances qu'il ait un title shot juste ensuite. Et ce combat-là, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des références au premier combat de l'UFC, enfin à l'UFC 1, 2 et 3, etc. Où c'était vraiment des mecs spécialistes jiu-jitsu brésiliens contre des spécialistes de karaté ou des spécialistes de boxe ou des choses comme ça. Et là, pour le coup, Steven Thompson, c'est vraiment un karatéka. Bon, ceinture noire, c'est une certitude, mais c'est un des meilleurs karatékas de l'UFC. Et à côté de ça, il y a Gilbert Burns qui a été champion du monde de jiu-jitsu brésilien, peut-être même plusieurs fois, je sais pas, et qui est terrifiant quand il arrive au sol, quoi. Donc c'est vraiment deux styles complètement différents. Et c'est assez dur
à pronostiquer. Moi, je vois quand même Gilbert Burns l'emporter. Parce que debout, il est bien meilleur que Steven Thompson ne l'est au sol. Donc voilà quoi. Voilà un peu pour l'UFC de cette nuit. L'UFC 264. Je vais le stream sur notre Discord, je pense. Si j'oublie pas. Euh, Sinon, à part ça, bon, chronologiquement, pardon, c'est très mauvais ce que je fais, mais demain soir, demain soir, il y a la finale de l'Euro 2020 qui se joue en 2021, entre l'Italie et l'Angleterre. Euh, pour le coup, c'est, je pense, la plus belle affiche qu'on pouvait avoir pour la finale, vu comment se déroulait l'Euro. Il y a eu énormément de matchs très très serrés qui sont allés au penalty. Bah, l'Italie, elle se qualifie au penalty en demi-finale. Non, l'Angleterre, elle se qualifie avant. Ouais, elle se qualifie avant contre le Danemark. Mais ouais, il y a eu vraiment beaucoup de qualifications au penalty. C'était, pour le coup, ça montre que c'était compétitif, quoi. Mais il y a beaucoup de matchs un peu chiants aussi, surtout match des Anglais en plus. Et ouais, en vrai, il n'y a pas trop de hype pour que ce soit la finale ou même l'Euro en général. Bon, après, c'est parce qu'on est en France et que la France est éliminée depuis la 8ème de finale, forcément. Avant ça, il y avait de la hype. Euh, mais malgré tout, il y a quand même des beaux matchs, je pense. L'Italie, franchement, c'est beau à regarder. Bon, l'Espagne se sont fait dominer, surtout en fin de match, mais c'était quand même assez beau. Et puis, ouais, il se passe pas mal de belles choses. Le parcours du Danemark, notamment, avec l'accident de Christian Eriksen au premier match. Et derrière, ils vont arriver jusqu'en demi-finale, ce qui n'était pas du tout prévisible, quoi. Donc, vraiment, il se passe quand même pas mal de belles petites choses pendant cet Euro. Et puis surtout, l'Italie et l'Angleterre sont deux équipes qui n'étaient pas du tout au, au premier rang, que ce soit européen ou mondiaux, depuis plusieurs années. Donc là, les voir tous les deux en finale, ça fait plaisir quand même malgré tout, même si on aurait préféré que ce soit la France évidemment. Puis ouais, il y a des joueurs dans les deux équipes qui méritent d'être là. Je pense à des Sterling ou quoi, qui font des grosses saisons depuis plusieurs années qui sont pas récompensés. C'est enfin le moment. Euh, je vais faire un petit prono, mais en vrai, c'est trop serré pour que je puisse dire. Je dirais malgré tout que je mettrais quand même l'Italie gagnante. Juste parce que. Voilà, quoique, je sais pas. Parce qu'en fait, l'Angleterre joue presque à domicile l'Euro, parce qu'il y a beaucoup de matchs à Wembley. Donc, à Londres, quoi. Voilà, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur à pronostiquer, en vrai. Non, allez, je vais dire l'Angleterre qui gagne 2-1 à domicile, donc. Mais séparément à domicile. Parce que cet euro se jouait dans normalement toute l'Europe, quoi. Donc ouais, je vais dire l'Angleterre 2-1. Je ne suis même pas convaincu par mon propre prono, mais bon, que voulez-vous. Merci Nathan. En plus, je l'ai mis juste avant de lancer le live. Toujours là pour me maxer. Merci. Fan de Renault XX. Et cette nuit, c'est pour ça que je disais que c'était mauvais en termes de chronologie. Ouais, Spinazzola blessé, ouais. Ouais. Mais en vrai, même sans Spinazzola, peuvent totalement gagner. Moi, je mets juste l'Angleterre parce qu'ils sont à domicile. C'est la seule logique que j'utilise pour le prono, là. Trop gentil. Ouais, cette nuit, il y a... Ouais, t'inquiète, je savais. Bah, j'avais vu tes snaps cette nuit, je crois. Enfin, j'ai vu ce matin, mais voilà, quoi. Salut. J'ai passé le son. Ah, pour le coup, les Anglais, pour le coup, ils ont vraiment joué un euro à domicile, hein. C'est aberrant. C'est si peu logique. Mais bon. Ils profitent, hein. Ils ont bien raison, hein. Enfin, ils profitent. Même pas, en vrai, juste, ils jouent leur match, quoi. Ouais. En plus, là, le dernier, contre le Danemark, le penalty est contestable, disons. Et débattable. Non, ouais, franchement, l'Angleterre, ils ont eu un réel avantage, hein. Mais bon, faut quand même gagner un match, malgré tout. C'est totalement vrai, hein.
Italie, Italie-Espagne, je sais même plus où est-ce qu'il s'est joué. Je sais même plus si du coup ils ont beaucoup de chemin à faire. Ça semble c'est à Wembley aussi en fait. Je crois à partir de demi-finale tout était à Wembley. Il y a un truc comme ça. Je sais plus. Ouais, moi je trouve ça, je suis trop content pour Sterling. En plus il est décisif hein, sur tous les buts de l'Angleterre, limite il est impliqué. Ou en tout cas il est dans l'action quoi. Pas forcément but pas décisif mais il est toujours dans l'action. Même là le penalty contre le Danemark en fin de match, c'est lui qui le provoque entre guillemets. Du coup, coup de boule de ciseaux. Fameux souvenir. En plus c'était. Il y a eu un. Enfin c'était genre il y a certes quelques années, je sais plus. Je sais pas compter mais 15 ans. 15 ans jour pour jour non je crois. Le coup de boule de Zizou. Enfin pas aujourd'hui mais il y a quelques jours. Enfin bref. Ouais 15 ans jour pour jour. Cette nuit il y a aussi la finale de la Copa América. Pour laquelle je suis bien plus hype que la finale de l'Euro d'ailleurs. Bon, après c'est parce que je suis un Barcelona fan. Et donc Messi fan. Mais ouais la finale Brésil-Argentine. C'est beau, je pense qu'en vrai, vous pouvez pas espérer mieux pour la finale de la Copa América. Vu le niveau cette année, c'est les deux équipes qui. Bon, je sais pas si c'est les deux équipes qui jouent le mieux, mais en tout cas, c'est les deux équipes qui font le plus peur. Même si l'équipe d'Argentine a été quand même remaniée depuis quelques années. Il n'y a pas autant de stars qu'avant, mais ça joue bien, ça joue mieux. C'est efficace. Donc, ouais, en plus, prendre en compte les gars qui veulent donner une fourniture. Non, moi, j'espère vraiment que Messi va gagner la Copa América. La dernière fois, il avait perdu en finale. Oh, c'était heartbreaking, comme on dit. Heartbreaking. Donc non, ouais, j'espère qu'il va gagner. Sinon, ça ferait une finale de plus de perdu. Sachant qu'il a perdu une finale de Coupe du Monde, une finale de Copa América. Oh, ça serait dur. Ça serait dur. En même temps, je serais content pour Ney aussi. Rodrigo de, ouais, Rodrigo de Paul. Non, oui, non, franchement, là, leur équipe à l'Argentine, je trouve qu'elle est beaucoup plus équilibrée qu'avant. Il y a moins de joueurs ultra connus, mais c'est bien mieux comme ça, quoi, disons. Et ouais, en plus, de l'autre côté, le Brésil, j'ai l'impression qu'ils sont intouchables. Ils dominent, même quand ils dominent pas juste, ils gagnent sereinement, à peu près sereinement tous les matchs. Ils sont impressionnants. Et Neymar est trop fort là. Ouais, mais ça suffit amplement. T'as Neymar et Paqueta dans leur prime, enfin dans leur prime, au top de leur forme. Ça suffit. Hein. Après, le niveau de la Copa América cette année, j'ai l'impression que c'était quand même un peu faible. Mais dans tous les cas, ils gagnent tous les matchs sereinement, donc c'est assez propre. C'est assez propre. Après, l'Argentine s'est fait peur en demi. Au penalty, tout ça. Ils se sont fait un peu peur. Messi a marqué cette fois. Enfin, je dis cette fois, il va rater cette nuit. Ça va aller au penalty en finale, il va rater. Ça va me briser le cœur. Et ton match, après, je regarde. Ouais, mais c'est efficace. C'est serein et efficace. Que veux-tu? Ah, peut-être 3 quarts de match des Copa América, ouais. Ouais, bon, écoute. Écoute. En tout cas, le match est à 2h du matin. Je pense que je vais regarder vu qu'il y a l'UFC. Enfin, la carte principale de l'UFC commence à 4h. Donc je pense que je vais me lever à 2h et je vais regarder. Je vais enchaîner les deux, je pense. Remplaçant de lance. Ça, c'est fou quand même. Le remplaçant de lance. C'est magnifique. En tout cas, cette nuit, soit Neymar, soit Messi va gagner la Copa América. Et ça me rend assez heureux. D'ailleurs, je viens de penser à ça, mais ouais, il y a Sergio Ramos et Hakimi qui ont été présentés au PSG là. Si Neymar garde le même niveau, si Mbappé, bon c'est Mbappé quoi. L'équipe de Paris c'est waouh, c'est waouh, ça peut être incroyable. Leur 11 sans blessés, tous en forme, c'est meilleure équipe au monde. Après ça dépend le système que Pochettino va vouloir faire, mais le milieu et le latéral gauche. Non mais ça va, ce sera Bernat, à l'aise. Bernat est bon. Non mais ouais, s'ils font une défense à 3, donc Kimpembe,
Sergio Ramos et Marquinhos, et que ensuite au milieu ils mettent, je sais pas, il y a trop de milieux, mais s'ils font un 3-4-3 par exemple, ou quelque chose comme ça, ils mettent genre Verratti, Wijnaldum, bah ce sera Bernat à gauche, mais Hakimi à droite. Bien, trop frère. Wijnaldum est bon, arrête. Wijnaldum est incroyable. Quand il est bon, il est bon. Tu m'as compris. Et après en attaque, il y a Neymar et Mbappé. Di Maria, je sais pas s'il va mettre Di Maria, mais dans tous les cas, ouais, en plus ils ont un banc du coup. Parce que j'ai l'impression que personne ne part et ils recrutent à côté. Donc c'est assez fou. En plus, il y a peut-être Pogba. Bon, je pense pas, mais. Ouais, mais il a encore une année, Mbappé. Même s'il prolonge pas. Cette année, il est au PSG, quoi. Et ça m'étonnerait qu'il y ait des gens qui disent ça en mode ouais, s'il prolonge pas, le PSG va pas le faire jouer. Je pense pas que. Je pense qu'ils peuvent faire ça, quoi. Il va très clairement jouer tous les matchs. Non, ouais, non, il peut avoir une équipe de ouf sur le papier. Faut juste voir si ça marche en match réel, quoi. Vous voudrez partir dessus sur Pogba. Ouais, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, si Pogba a le choix comme ça, lui il est bien vu l'euro qu'il fait. La dernière vision que les gens ont de Pogba, c'est son euro, donc ok. Non, Mbappé. Ouais, bah, en vrai, Mbappé au Real, ça fait bah, depuis Monaco, hein, en vrai, que les gens en parlent. Enfin, au début, il y avait Ronaldo, donc c'était un argument de ouais, Mbappé, il veut jouer avec Ronaldo. Ensuite, il y avait Zidane. Du coup, c'était ouais, il va jouer avec Benzema et Zidane. C'est vrai que la Juve, c'est. Personne n'en parle parce que c'est puant, tout simplement. Mercato puant. Je vais enlever ça. L'image que j'ai trouvée pour le Buxton, elle est incroyable. Elle marche parfaitement avec les couleurs qu'on a sur la scène. C'est magnifique. J'aurais bien aimé que Matt Conte soit là parce que on parle toujours de NBA par vocaux sur Snap. Et il m'a dit qu'il pouvait pas venir. Je t'applaudis. Moi, il me dit qu'on parle de Locatelli. Non, mais t'inquiète, c'est une petite phase de reconstruction et du coup, il y a une année un peu tranquille, un peu chill. Pas du tout, c'est juste mauvais. Je sais même pas quand est-ce qu'il s'arrête le mercato, ils ont encore le temps en vrai, non? Parce que là, on est. Ah ouais, quoique la saison reprend bientôt. Mercato, je pense qu'il s'arrête au bout de quelques semaines de saison, non? Hmm. Ouais, il leur reste pas tant de temps que ça en fait. Mais ça passe. Ils auront personne, mais ça passe. Oui, je voulais parler un petit peu de NBA, parce que c'est quand même la finale NBA. Parce que mon joueur préféré all time, qui s'appelle CP3, Chris Paul, est en finale NBA pour la première fois de sa carrière avec les Suns. Euh, ouais, c'est vrai que où je parle de reconstruction, là, juste, ça fait un moment. Normalement, avec l'arrivée de Ronaldo, c'était plus une reconstruction après. Normalement, c'était fait, mais bon. Bref. Donc, ouais, CP3 est en finale NBA avec les Suns de Phoenix pour affronter les Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo, qui n'est d'ailleurs pas sur l'image. Parce que je pense que l'image a été faite au tout début de la série quand il devait pas jouer parce qu'il était blessé. Au final, il a joué. Et d'ailleurs, Antetokounmpo est juste monstrueux. Mais malgré tout, les Suns gagnent quand même 2-0. Eux, ils gardent le même niveau de jeu que pendant tout le reste des playoffs. En vrai, c'est impressionnant. Tout le monde apporte ce qu'il doit apporter. Euh, je pense à Michael Bridges qui est monstrueux dans son rôle de 3D, comme on dit, c'est-à-dire shooter à 3 points défenseur. Mais en vrai, il fait plein d'autres choses. Il drive beaucoup en ce moment là, sur les deux derniers matchs, donc voilà quoi. Jay Crowder, bon, lui depuis des années, il est monstrueux dans son rôle de leader défensif. Là, cette saison, il montre encore une fois ce qu'il allait en finale NBA l'année dernière avec le Heat de Miami. Et là, il retourne en finale NBA et c'est pas un hasard, quoi. Et après, Devin Booker, Chris Paul, DeAndre Ayton sont monstrueux. Cameron Payne en sortie de banc, il fait exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire créer au moment où Chris Paul n'est pas sur le terrain. Bon, ils ont quand même eu deux blessures qui font mal. Il y a eu Darius Saric qui s'est fait les croisés et Torrey Craig, je crois qu'on sait toujours pas ce qu'il a. Devin Booker, machallah, il est monstrueux en vrai, Devin Booker. Première, première campagne de playoff de sa carrière.
Et il est monstrueux. C'est magnifique. C'est magnifique. En plus, le pire c'est que il est censé partager la balle avec Chris Paul. Et au final, on avait vraiment l'impression depuis le début de la saison que c'est naturel, complètement naturel. Et non, et juste il prend les shoots quand il faut les prendre. Il crée pour les autres quand il faut créer pour les autres. Il fait tourner la balle quand il faut faire tourner. Genre, c'est monstrueux. Je pense qu'il a, je sais pas, je vais dire 25, mais en fait il y a peut-être moins. Mais... Attends, je vais regarder en même temps. Je vais te dire ça tout de suite. Il a 24 ans, ouais, j'allais dire 25. Non, il a 24 ans. Ses premières saisons, c'était triste parce qu'il était très très fort en saison régulière, mais il finissait presque dernier de la NBA chaque saison parce que son équipe était pas ouf. Ensuite, il y a eu le premier choix de la draft, je sais plus en quelle année, mais ils ont pris DeAndre Ayton. Donc ça parlait d'un duo en mode Kobe Shaq et tout. Au final, DeAndre Ayton n'est pas dans le même registre du tout que Shaq. Il est très fort, mais c'est pas du tout le même registre. Et ouais, là, l'addition de certains jeunes joueurs comme Cam Johnson par exemple, comme Michael Bridges aussi, et à côté de ça des vétérans comme Jay Crowder, comme Chris Paul, ben, ça leur donne un truc vraiment beau. Et non seulement ça se qualifie en playoff pour la première fois, mais en plus ça va en finale NBA. Et ça peut gagner les finales NBA. 24 ans et en NBA c'est très très jeune. J'essaie de trouver un ordre de comparaison. En vrai c'est un peu comme au foot. En vrai 24 ans c'est jeune au foot. Je pense que c'est à peu près la même chose. J'essaie de trouver avec un joueur ce qu'il a pu faire. Bah LeBron à 24 ans n'avait toujours pas gagné un seul titre. Et je sais pas s'il était allé en finale. Il était peut-être déjà allé en finale NBA avec Cleveland, c'est possible. Minimum 45 abuse. Non, mais. Non, 24 ans c'est jeune encore. 24 ans c'est très jeune. Bah Chris Paul a 35, 36, un truc comme ça. Et il est en train de mener son équipe vers le titre NBA. Donc, non, 24 ans c'est très jeune. Mais là, depuis quelques années, il y a une génération qui est en train de monter de jeunes joueurs. Je pense à Luka Doncic, Jason Tatum, Trey Young. Ils ont tous en dessous de 25 ans, ces mecs-là. Ja Morant, tout ça, qui sont les meilleurs joueurs de leur équipe, qui portent leur équipe toute la saison, qui tournent à plus de 20 points de moyenne sur. Là, cette année, c'est 72 matchs. Enfin, c'est... Ouais. Par contre, ouais, c'est vrai. Au basket, ils vont plus facilement vers 40. Mais en NBA, c'est quand même plus compliqué. Enfin, en Europe, ouais, 40 ans, c'est carrément possible. En NBA, moins, parce qu'il y a trop de matchs. Et beaucoup de déplacements aussi, du coup. 82 matchs sur une saison, c'est vraiment énorme. En Europe, ils font pas du tout autant. Même s'il y a les coupes. Il y a le championnat plus les coupes, quoi. Jordan Poole, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup. Je pense il manque encore quelques saisons, on va dire, mais. Non, il peut être très bon. Il peut apporter dans une équipe qui va jouer le titre. Un peu comme un. Enfin, un peu comme un Cam Johnson, ou pas forcément le même rôle, mais de ce style-là, quoi. Ou comme un DiVincenzo à Milwaukee, qui est blessé, malheureusement, mais voilà. Non, et pour revenir sur les Suns, comme je l'ai dit, ils jouent tous parfaitement leur rôle. Et en plus de ça, le coaching de Monty Williams, qui est donc le coach des Suns de Phoenix, qui était d'ailleurs le coach de Chris Paul dans sa première saison NBA. Donc il y a un lien assez fou. Son coaching est vraiment vraiment bon. Il a fait des ajustements là entre le premier et le deuxième match. Enfin des ajustements pendant les matchs. Ce qu'il en a fait évidemment entre les matchs, mais il en a fait pendant le match. Au premier match, les Suns jouaient beaucoup sur du pick and roll. Ils attendaient que la défense change. Pick and roll, c'est genre. euh, donc vous avez la balle, les Suns ont la balle. Souvent c'était DeAndre Ayton qui est le pivot, vient faire un écran sur le défenseur. Et du coup, les Suns se retrouvaient dans une situation où soit Chris Paul, soit Devin Booker étaient défendus par le plus grand joueur adverse, donc le joueur le moins mobile. Et en fin de match, ils ont tué les Bucks avec ça. C'est-à-dire juste Chris Paul faisait du 1 contre 1 avec Brook Lopez qui est le pivot des Bucks, ou Devin Booker faisait ça. Ils ont tué les Milwaukee sur le premier match comme ça. Là, dans le deuxième match, Milwaukee a fait des ajustements. Ils n'ont pas changé, enfin en tout cas en début de match, ils n'ont pas changé, ils changeaient plus sur les écrans. Et Monty Williams a fait quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire qu'il a commencé à demander aux, aux petits, enfin aux joueurs plus petits de faire des écrans. Et en fait, ils changeaient pas et ça ouvrait des espaces pour tout le monde tout le temps, quoi. D'ailleurs, il y a des séquences où il y a des rotations, enfin la balle tourne pour tous les joueurs pendant 10-15 secondes et ensuite ça shoot. C'était vraiment vraiment beau.
Et il y a aussi une vidéo de Monty Williams, j'y pense là, que j'ai vu, je crois, sur le compte NBA, NBA en ESPN, qui coach DeAndre Ayton qui, pendant le match 2, avait un peu du mal pendant une mi-temps et demi, quoi. Peut-être même un peu plus, peut-être trois quarts temps, je dirais même. Et il lui dit exactement les mots justes. En fait, il lui dit que, en gros, il est là. En fait, DeAndre Ayton avait du mal mentalement, il était un peu déçu de lui, etc. Il lui a dit ouais, t'es déçu de toi parce que tu te poses des bases qui sont très hautes au départ, en fait. Et après, il lui a dit qu'en gros, il était pas obligé de dominer dans les stats, mais il pouvait simplement dominer avec la force, avec la présence physique. Et derrière, DeAndre Ayton fait un très bon quatrième carton, une bonne fin de troisième carton et un très bon quatrième carton. Donc non, Monty Williams c'est vraiment vraiment un très bon coach. Je pense que ces finales NBA là, ça va monter sa cote au max. Il va pouvoir enchaîner sur les saisons d'après, c'est pas mal. Surtout que là, ils ont beaucoup de jeunes joueurs à Phoenix sous contrat. Donc ils vont pouvoir enchaîner en tous les cas la saison d'après, peu importe le résultat de ces finales là. Bon, comme j'ai dit, il y a quand même des blessures de Saric et Torrey Craig qui étaient des joueurs importants. Enfin, Torrey Craig moins, mais des joueurs importants dans la rotation. Donc ils vont devoir s'ajuster par rapport à ça. Et ouais, pour parler un peu des Bucks, Yanis n'a pas assez d'aide, hein, tout simplement. Il fait des gros matchs. En plus, il était blessé tout début de la série. Il devait pas jouer le match 1. Au final, il a joué. Et il a beaucoup joué en plus, je pense. Il n'est pas beaucoup sorti. Parce qu'il était blessé au genou. Mais ouais, il fait des gros matchs. Là, son match 2 est monstrueux. Mais il n'a pas assez d'aide. Tout simplement, Drew Holiday et Chris Middleton, ils créaient pas assez. Surtout Drew Holiday, je pense. Enfin, en fait, je trouve que Drew Holiday a un jeu plus complet que Chris Middleton. Drew Holiday est capable, et c'est ce qu'il devrait faire là, de créer pour les autres, de créer des espaces, de jouer 5 contre 1. Et en faisant tout ça, mais en fait, ça libère aussi Yanis, ça libère tout le monde. Ouais. Et il le fait pas du tout. Enfin, il l'a pas fait sur le match 2. J'ai pas le souvenir d'une seule action sur le match 2 où il fait ça, en fait, où il joue sur un contre 1 vraiment proprement et qui crée ou qui se crée son propre shoot ou qui crée un décalage pour un autre joueur. Enfin, c'était Milton un peu plus sur le match 2, mais c'était pas du tout suffisant. Donc il va falloir changer ça. Mais pour le coup, je pense quand même que les Bucks peuvent revenir dans la série. Là, ils vont arriver dans le match 3 qui est chez eux. Et ce qui a manqué surtout dans le match 2, match 1 et match 2, c'était de l'envie. En fait, il y avait vraiment un manque d'envie. Il y a une action où Drew Holiday, bon, je parlais de l'attaque de Drew Holiday, défensivement, Drew Holiday est monstrueux. Il n'y a rien à lui reprocher sur ça. Il y a une action où Devin Booker part en contre-attaque. Drew Holiday fait l'effort, il va le contrer. Et derrière, il y a 3 joueurs des Suns, il n'y a aucun joueur des Bucks. Donc il y a vraiment un manque d'envie qui va sûrement être corrigé par le fait qu'ils vont jouer à domicile, donc il y aura de l'ambiance pour eux. Et je pense qu'avec ça et quelques ajustements défensifs, je parlais justement sur les pick and roll, etc. Si font ces ajustements-là, ils peuvent revenir dans la série. Bon, les Suns, dans tous les cas, s'ils gardent leur jeu, ils vont être dangereux, mais je pense qu'ils peuvent quand même revenir. Je mets quand même les Suns gagnants sur le reste de la série parce que 2-0, c'est quand même fort, quoi. Donc voilà. Voilà pour les finales NBA. Ah oui, il y a les JO en août, les JO au basket, enfin il y a les JO tout court, mais il y a les JO au basket et la team USA, l'équipe américaine, va être monstrueuse. Je vais essayer de me souvenir des joueurs qu'il y a. Euh, alors, bon, 100% avec Kevin Durant, ça je suis sûr. Il y a Kevin Love, bon, c'est pas le plus gros joueur du monde, mais voilà. Ouais, il y a Lillard, il y a Bradley Beal, il y a Jason Tatum aussi. Il y a bon, Jeremy Grant, moins important, mais voilà. Il y a Zach Lavine, il y a Bam Adebayo de Miami. Il y a Draymond Green aussi. Et ensuite, parmi les joueurs qui vont rejoindre, alors Devin Booker, Chris Paul, je suis sûr. Mais est-ce que Chris Middleton on les rejoint? Je sais pas, peut-être. Mais en tous les cas, déjà rien que les noms que là j'ai donnés, c'est déjà abusé. Enfin, c'est souvent dans les compétitions mondiales de basket, les États-Unis sont au-dessus. Et même c'était quand c'était il y a 2 ans pour les championnats du monde, ils étaient déjà au-dessus. Enfin, sur le papier, ils étaient au-dessus. Ils ont quand même perdu contre l'équipe de France parce qu'on est trop fort. Mais déjà sur le papier, ils étaient au-dessus. Il y avait Donovan Mitchell, il y avait Kemba Walker, il y avait Jason Tatum, je crois. Mince, j'ai branché mon téléphone. Enfin, déjà à ce moment-là, c'était aberrant. Ouais, souvent ça le problème. Souvent, ouais, ils sont fatigués après. Enfin, en fait, c'est même pas ils sont fatigués, c'est
là c'est surtout pour les mecs qui sont allés en finale NBA comme Chris Paul et Devin Booker que enchaîner derrière avec les Jeux Olympiques, puis derrière la saison qui reprend pas si tard que ça, souvent c'est pas toujours problématique, mais il peut avoir des blessures quoi, en fait. Moi je m'inquiète un peu pour Chris Paul parce qu'il est plutôt jeune quoi. Mais par contre pour les autres joueurs, genre même Kevin Durant, tout ça, là ils sont à l'entraînement avec la team USA depuis un moment, ils vont pas être cramés non plus quoi. Ça fait toujours une charge en plus. Bah, c'est pour ça que par exemple Stephen Curry ne le fait pas, c'est pour ça que LeBron James ne le fait pas. Euh, James Harden, c'est aussi pour ça. Enfin, il y a beaucoup de joueurs qui ne le font pas et la seule raison c'est juste parce qu'ils ont pas envie d'être fatigués, c'est pas qu'ils veulent pas jouer avec leur pays. Il y a des photos des pieds de King Durant, c'est n'importe quoi. C'est vraiment, ils sont hyper grands. Non mais ouais, leur équipe va être monstrueuse, je pense. Là, s'ils gagnent pas, c'est honteux quoi. C'est honteux. En plus, ils sont coachés par Greg Popovich, un des meilleurs coachs all time. Non, vraiment, c'est waouh. C'est waouh. Il y a des vidéos d'entraînement, c'est déjà impressionnant. Donc ouais, je pense que bah, ils vont gagner. Hein. Ça devrait pas être très surprenant. J'ai mis ça, ouais, ok, j'ai mis ça. Voilà. J'ai mis un petit truc sur Black Widow, parce que ça sort bientôt, je sais plus quand exactement, peut-être le 16 juillet, je ne sais plus. Et bah, je sais pas. Bisous Nathan, merci d'être passé, ça fait plaisir. Je suis pas un ultra fan de Marvel, mais il y a peu de Marvel que j'ai pas vu. Et je suis en train de réfléchir aux Marvel que j'ai pas vu, mais ouais, il y en a vraiment pas beaucoup que j'ai pas vu. Et bah, j'aime bien cet univers, tout simplement. Je suis beaucoup quand même ce qui sort. Par exemple, là, Loki, je vais regarder le premier épisode parce que je sais pas, j'ai pas d'excuses. Mais non, je suis quand même ce qui sort. J'ai regardé quelques séries qui étaient sorties sur Disney. Et Black Widow, c'est quand même un personnage qui est pas mal apprécié et que moi j'aime beaucoup. Donc, je vous spoil pas vraiment parce que c'est dans Avengers Endgame, mais elle est morte. Et sa mort est assez triste, pour ne pas dire extrêmement triste. En gros, elle se suicide pour sauver quelqu'un d'autre, pour faire court. Donc en vrai, je suis content que ce film sorte. Je sais que Clément, s'il a été là, il aurait pu en parler, parce qu'il voulait aussi aller le voir. Je pense que même OD, en fait, je dis Clément, mais je crois que même OD, il voulait aller voir ce film-là. On aurait pu en parler à trop, malheureusement, je suis seul. J'espère quand même pouvoir aller le regarder. Je verrai avec qui, mais voilà. Est-ce qu'il y a un ça plus de... Ouais, carrément. Ouais, surtout que ouais, en fait, ça fait plaisir de pouvoir voir enfin vraiment son histoire, parce que bon, on l'a vu que dans les Avengers et peut-être d'autres trucs, mais après, en fait, on connaît en gros son histoire générale, mais on connaît pas les choses plus précisément. Quoi. Et quand on voit sa mort, c'est tellement triste que ça fait plaisir de pouvoir enfin voir son histoire. Et ouais, j'avoue que l'affiche est vraiment stylée du coup. J'essaie de retrouver, parce que sinon je vais oublier des albums qui sont sortis. Ça, les albums que vous voyez là, c'est les albums qui sont sortis il y a une semaine. Ouais, c'est ça. Donc il y a RK qui a sorti son, si je dis pas de bêtises, quatrième album. Ouais, quatrième album. RK, c'est un des mecs que moi j'apprécie beaucoup. Enfin, un des rappeurs que j'apprécie beaucoup, qui est beaucoup critiqué. Bon, c'est en partie parce que sa musique au tout début de sa carrière, je sais pas comment je pourrais décrire ça. Je sais pas. En fait, ça faisait un peu rap de mec de 15 ans, quoi. Ce qui était très jeune aussi en plus. Mais depuis, je trouve qu'il a beaucoup évolué. Son premier album, j'avais pas mal aimé, j'avais beaucoup écouté. Son deuxième album, vraiment le moins. Mais c'était juste l'ambiance. Il était pas mauvais sur l'album RK, c'est juste l'ambiance générale du projet que j'aimais moins. Il avait sorti l'année dernière son troisième album dont j'ai oublié le nom. Ouais, j'ai oublié, je sais plus. Et là, il a sorti l'album Sans Rancune, qui est bon, mais alors, quand il a commencé, je sais pas quel âge exactement il avait quand il a commencé, mais je sais qu'il a eu son premier disque d'or à 16 ans et il a eu, je crois, son premier disque de platine. Ah non, ou alors à 17 ans et premier disque de platine à 18 ans. Et je crois que c'est le plus jeune
l'histoire du rap français. Il y a une stat comme ça. Je sais plus si c'est 16 ou 17 pour le disque d'or, mais. Non, ouais, il était vraiment, vraiment jeune pour le coup. En plus, il y a une phase dans l'album où il dit, ouais, je me regarde en miroir et je vois que j'ai que 20 ans, un truc comme ça. Enfin, il en parle un petit peu, quoi. Et là, il a sorti son quatrième album qui s'appelle Sans Rancune. Et c'est assez mélancolique. En fait, bon, les feats apportent beaucoup de gros rap parce qu'il y a un feat avec H22 qui est un gros driller, il y a un feat avec ZKR qui est un kicker qui fait des freestyles 5 minutes d'ailleurs. Si vous avez jamais écouté, il sort sur YouTube, je crois que c'est même sur les plateformes de streaming, des freestyles de 5 minutes ZKR, c'est impressionnant. Il est très fort, c'est un rappeur de Roubaix d'ailleurs. Et ouais, donc il y a ZKR, il y a H22. Bon, après il y a Landy, le son est un peu plus chanté quoi. Et il y a RK, il a déjà fait un feat sur le dernier album il y a Maes, je veux dire, il a déjà fait un feat sur le dernier album de RK. Donc les feats apportent un peu plus de rap, mais il y a quand même pas mal de sons où c'est assez mélancolique, il y a un peu de nostalgie, un peu de tristesse, tout ça. Moi j'aime bien quand RK fait ça, mais je peux comprendre que des gens n'apprécient pas que l'album soit orienté vers ça. Pas en grande partie, mais on va dire à 40%. Quoi. Ce qui peut faire un peu beaucoup. Souvent dans les albums, il y a 10%, 15% de ça. Là, il y a quand même pas mal plus. Quoi. Sinon, Dinos a aussi sorti son album, enfin la réédition de son album Stamina qui s'appelle Stamina Memento. Il avait annoncé que c'était un album qui était censé, enfin une réédition pardon, qui était censé être un peu plus tourné vers l'été quoi, un peu plus ambiancé etc. Bon, au final, moi je trouve pas forcément. Il y a deux trois sons, c'est vrai qu'il avait pas vraiment sorti de sons comme ça jusqu'à présent, mais il y a deux trois sons qui se font plus été, mais le reste c'est du Dinos, hein, c'est beaucoup de, c'est pas du lyricisme, mais une grosse qualité d'écriture. Euh, et puis ouais, après il y a des bons feats là, il y a un feat avec Damso qui passe déjà à la radio. On l'entendait à la radio déjà cette semaine. Non, c'est très très bon. Juste, moi, je m'attendais à plus d'ambiancement, quoi. Plus de soleil, disons. Euh, Ensuite, Take a Mike a sorti, après une absence de 2 ans, un EP qui s'appelle Indisponible. Ouais, le feat avec Dam, c'est vraiment bon. Les deux sont très forts. En plus, ils ont un peu un style, je trouve, ils ont un style un peu similaire dans enfin, leur style de rap, quoi. Leur façon de poser est un peu similaire, je trouve. Et non, Take a Mike sorti Indisponible. Enfin, son dernier projet il s'appelait Inaccessible et c'est en gros la suite de ça. Les covers se ressemblent. Il montait enfin sur Inaccessible, sur la pochette d'Inaccessible, il montait dans une sorte de, je sais pas comment ça s'appelle, mais genre une sorte de taxi quoi. Et là il monte dans un tourbus. Et cette semaine, là, enfin hier quoi, il a sorti la suite de Indisponible. Il a fait une sortie surprise. Et bah, c'est pareil, la cover reste dans la même idée quoi. Donc ouais non ça faisait plaisir parce que Taiko Mac c'est un des mecs que je trouve les plus sous-cotés dans le rap français, il est trop trop fort techniquement. Lui aussi a sorti des sons, des freestyles qui s'appellent Strict Minimum où il rappe vraiment pendant 4 ou 5 minutes. C'est pareil, c'est impressionnant de technicité. Donc ça me fait plaisir il ait pu ressortir un projet après son absence. Surtout que le projet est très bon. En plus il y a des feats dessus. Donc non ouais, c'est un bon projet à écouter. La semaine dernière, il y avait aussi Somnium de Prototype ouais, qui est sorti. Prototype, c'est un rappeur qui est peu connu, mais c'est quelqu'un de pas de l'entourage, mais ouais, enfin, c'est un peu de l'entourage de Chacola, de la 4 pour ceux qui connaissent. Le projet, pareil, est très bon. C'est vraiment dans l'univers de Prototype qui met beaucoup d'énergie dans ses sons. C'est souvent ça, il y a beaucoup d'ambiance aussi, ça ambiance beaucoup. Euh, et là, le projet, il a déjà sorti un projet plus court. Je crois que c'est sa première mixtape, Prototype. Et pareil, c'est très très fort aussi. Et il y avait aussi la semaine dernière Chance Echo qui sortait sa première mixtape aussi, et est sorti des EP avant ça, qui s'appelle Malaboy. Il n'y a pas de feat sur le projet, mais c'est pas redondant. Après, c'est une mixtape, il y a moins de sons, mais c'est pas redondant. C'est pareil, il a un univers particulier. Je pense qu'il faut écouter l'univers de Chance Echo pour comprendre. Il a une voix assez particulière, une voix assez aiguë. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'utilise quoi. Alors eux, en fait, il n'y a pas de vraie différence. Souvent, juste les artistes qui donnent
ce genre d'appellation. EP est souvent vu comme, enfin en tout cas par les artistes, comme un projet très très court. En gros, en termes de durée de projet, il y a EP, puis mixtape, puis album. Mais souvent les EP c'est quelque chose de... C'est pas que c'est pas travaillé, c'est juste que c'est certains sons faits comme ça, et c'est balancé pour donner du contenu en fait, on va dire. Une mixtape c'est censé être plus travaillé, il y a normalement un choix des sons. C'est-à-dire l'artiste fait beaucoup de sons, il en choisit certains qu'il place dans une mixtape. Et un album, c'est encore au-dessus, c'est-à-dire encore plus de travail normalement. Non, parfois des thèmes carrément sur les albums, c'est-à-dire des thèmes communs pour tous les sons. Et souvent, c'est juste que le choix de. Déjà, il y a plus de sons. Et le choix des sons est encore plus grand. C'est-à-dire qu'ils ont fait encore plus de sons et ils choisissent parmi ce grand nombre de sons les sons qui seront dans l'album. C'est un peu comme ça que c'est vu par les artistes, quoi. EP, c'est souvent 3-4 sons, quoi. Par exemple, le dernier EP de Chanseco, c'était 4 sons. Et il y avait un feat avec Take a Mike dessus. Là, je crois qu'il y a 8 ou 9 sons sur un mixtape qu'il a sorti, Malaboy. Et par contre, il y a 0 feat. Voilà. Et pour le coup, là, il y a vraiment son univers, son ambiance à lui. Mais c'est assez particulier, faut apprécier, je pense. Il est très fort, hein, mais il faut apprécier. Non, t'inquiète. Et la semaine dernière, c'est tout, hein. Enfin, il y a peut-être des autres trucs, mais j'ai pas écouté en tout cas. J'ai pas parlé d'albums que j'ai pas écouté. Il y a sûrement eu d'autres projets, mais j'ai dû passer à côté. Et cette semaine, ouais, je vais stream le combat sur le Discord. Je crois que mon Discord il est en dessous du live. Je me souviens plus si je l'ai mis. Je sais que j'ai mis la chaîne YouTube, mais je sais plus si j'ai mis Discord. Je crois que j'ai mis Discord en dessous. Et ouais, je vais stream toute la carte principale à partir de 4h. Si j'oublie pas. Peut-être que ce sera un peu après 4h si j'oublie. Ou si la finale de la Copa América va en prolongation au penalty. Et ouais, je vais stream le combat. Et cette semaine, donc, il y avait des albums, encore beaucoup d'albums qui sont sortis. J'en ai peut-être. Enfin, c'est même sûr, là, il y a des projets que j'ai pas mis. Mais ce que j'ai pareil, j'ai pas écouté. Là, parmi ceux que j'ai mis, il n'y a que celui d'Al Capote qui s'appelle Ogre, que je pas écouté. Mais sinon, j'ai écouté l'album de Franglish qui s'appelle Vibe, qui le teasait depuis un petit moment. Il y a des gros feats dessus. Il y a Hamza, il y a Ayana Kamura, il y a Taiga aussi. Il y a Fali Poupa. Et j'ai oublié le reste. Mais en tout cas, il y a des gros feats. C'est un album style Franglish, hein. Merci parce que partout c'est payant, ouais. Même sur RMC Sport, je crois qu'il faut payer. Il me semble que je crois qu'il faut payer genre 7 € avec RMC Sport. Ce qui est. Ça, c'est vraiment dur, hein, parce que. Enfin, ce choix, autant le choix de prendre les droits, j'apprécie parce qu'en vrai ça te donne de la visibilité en France. Et le choix de faire payer, je trouve ça vraiment dur, hein. Si tu prends les droits, c'est-à-dire que tu enlèves le côté pay-per-view, si tu fais payer derrière, moi je trouve ça un peu décevant, quoi. Mais bon, en même temps on peut rien y faire, ils ont choisi de faire ça, on peut rien y faire, mais. Non, et du coup, c'est vrai que même si tu payes RMC Sport, tu dois payer, et ça c'est pas ouf. Faut que j'écoute Evan Frankie, je la kiffe, et les feats doivent être. Ouais, franchement, les feats ils apportent vraiment quelque chose. Le feat avec Taiga, c'est pas juste un feat. Bon, je crois qu'il a qu'un couplet, Taiga, mais il est vraiment dans l'ambiance, enfin, dans l'ambiance du son, quoi. Il s'est vraiment adapté, quoi. Donc c'est vraiment cool. Et pareil, avec Aya, le son est très bon. Avec Falipoa, je crois que c'est mon feat préféré avec Falipoa, peut-être même mon son préféré. Avec Hamza, c'est pareil, ça fait un peu. Franglish, il fait beaucoup de R&B, et là c'était un peu. Enfin, Hamza aussi. Et enfin, c'est R&B rap, hein. Et là, le son est un peu plus énervé, un peu plus dark, disons. Donc non, ouais, l'album Franglish c'est vraiment bon. Ensuite, Lefa est sorti un EP. Je sais pas si c'était un EP surprise, mais en tout cas, je l'ai vu aujourd'hui que c'était sorti, donc je l'écoute aujourd'hui. Et pareil, c'est du Lefa pour moi. Lefa, c'est le mec le plus fort de la section d'assaut en termes de rap depuis que la section d'assaut n'existe plus. Il a pas tout, enfin à un moment donné, il a eu une longue absence, mais là, depuis qu'il est revenu, je le trouve vraiment trop trop fort. Vraiment. Je crois que c'est lui qu'on entend en plus, non? Ouais, ok. Non, ouais, non, il est vraiment vraiment fort. Et son projet, là pareil, c'est une mixtape, c'est assez court, mais je dis une mixtape, c'est peut-être même un EP, je sais pas comment il l'a précisé. En tout cas, c'est que des sons love et des sons d'été, quoi. Ce qui ne le fait pas forcément dans ses albums, donc ça fait plaisir. Boleman a sorti aussi un album qui s'appelle Anarchy. Euh, Boleman, pour si vous connaissez pas, c'est un mec du BAT7, c'est-à-dire le bâtiment de Kobadé. Je crois que le BAT7 a été détruit d'ailleurs. Je dis ça, mais bon, on va dire l'entité BAT7, quoi. Et d'après moi, c'est le mec le plus talentueux du BAT7. Il sait tout faire, il a trop de mélodies, il joue trop trop bien avec sa voix. Il a vraiment une belle voix pour le coup, même si elle est auto-tunée.
Et non, il est vraiment très très fort, et il sait rapper en plus de ça. Et en plus, il y a des bons feats, il y a un feat avec Dinos qui est sorti il y a quelques temps, il y a peut-être un ou deux mois. Non, l'album est vraiment très très bon de ce que j'ai pu écouter. Parce que j'ai pu faire que une première écoute. J'avais pas le temps de tout écouter beaucoup. Il y a que Franglish et Le Fog que j'ai vraiment bien écouté, beaucoup écouté. Boleman et Sneezy, qui est le dernier album dont je vais parler, j'ai pas trop écouté. Donc comme je disais, Sneezy a sorti un... Je sais pas si c'est EP ou mixtape. Maintenant je vais faire gaffe à ce que je dis. Mais en tout cas, il a sorti un court projet, où pareil c'est très ambiance été, ambiance love, etc. Qui s'appelle 38 degrés. Et bah pareil, j'ai beaucoup kiffé. Pareil, j'avais pas vu que c'était sorti. C'est comme le fa, j'avais pas vu que c'était sorti. J'avais pas vu le. En tout cas, s'il l'a utilisé, j'avais pas vu. Mais il y a un extrait d'un son qui a été mis par Raplume sur Twitter. C'est comme ça que j'ai su que l'album sortait. Et c'est très très bon, autant que l'extrait que j'ai pu écouter. Ça fait plaisir. Je vais enlever ça. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense. Je vous ai mis. Bon, en vrai, il y a trop de possibilités de recommandations musicales parce qu'il y a trop de sorties, que ça fait une semaine qu'on n'avait pas fait un live sur ça. Mais je vous ai mis un son de Take a Mike parce que j'aime beaucoup Take a Mike et parce qu'il est très peu écouté alors qu'il est très très fort. En recommandation musicale. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié le live. Merci à Nathan, il est parti, mais merci à Nathan d'avoir autant parlé. Ça fait plaisir. Merci à tout le monde d'être passé, c'était très cool. Donc ouais, je stream le combat normalement cette nuit. Et voilà. Hein. Merci à toi. Voilà. Ouais, cette nuit. Bisous tout le monde. Bisous, bisous.